On va donc passer la parole à la salle en commençant par nos amis et partenaires de Bain. Olivier Marchal. Le MEDEF s'est exprimé en début de semaine pour dire que ce serait une erreur, et je suis d'accord, de concentrer la baisse des charges sociales uniquement sur les bas salaires. Quelle est votre interprétation de la myopie des candidats républicains sur ce sujet et quel serait votre argumentaire pour les faire changer d'avis ? Pour les faire changer d'avis, donc c'est notre combat, c'est de dire qu'il faut baisser l'ensemble du spectre des rémunérations françaises. On a concentré toutes les aides en effet sur les bas salaires et c'est très bien. Ce que j'appelle les emplois tactiques, c'est là où il y a un gros gisement d'emplois et c'est là où il y a du chômage, certes. Donc nous, notre idée, c'est qu'il faut en effet que le SMIC brut devienne du net, c'est-à-dire que aujourd'hui, un SMIC net, ça doit être autour de 1140, et vous le payez 1350 ou 1400 brut. Donc déjà, réduire les 300 euros, les 250 euros qui manquent. Ça, c'est une proposition du MEDEF pour que ça coûte encore moins cher au niveau du SMIC. Après, il faut penser à toutes les filières d'excellence. Je vais vous donner un exemple, c'est quand vous avez un manager très pointu d'une banque, de la finance ou un ingénieur qui part de France, parce que ça coûte trop cher en France. Il a son écosystème, il a ses hommes et ses femmes, son service, il a son écosystème de partenaires. Vous le mettez à Londres. En quelques années, il a reconstitué son équipe en Angleterre et son écosystème en Angleterre. Donc moi, je vois autour de moi, notamment dans la banque, dans la finance, dans les services, dans le conseil, des gens qui sont payés au-delà de 3,5 SMIC, puisque le rapport gallois et le CICE, c'est en dessous de 3,5 SMIC, avec une concentration sur le SMIC. Donc moi, quand j'entends les candidats républicains dire on va encore concentrer les aides de ce côté-là, non, faites attention, parce que nous, on peut se payer 2 ingénieurs en France pour 3 ingénieurs en Allemagne. J'ai des amis pas mal dans la banque qui ont acheté des boîtes en Allemagne, je ne citerai pas, et qui me disaient les coûts de ces managers allemands, à cause des charges, sont beaucoup moins élevés qu'en France. Plus vous montez, mais attendez, Pierre, il faut que je vous arrête une seconde, oui. parce que j'ai vu votre exemple de l'Allemagne inspiré par le cher banquier Philippe Odo, qu'on adore à Challenge, mais il faut dire aussi que quand ce chercheur se retrouve au chômage, il touchera 2 000 euros maximum, alors qu'en France, il touchera 6 000 euros. Donc, certes, les charges sociales en Allemagne des cadres supérieurs sont moins importantes, mais aussi ce qu'il y a en face est moins important. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Oui. Vous êtes en pleine négo sur l'UNEDIC ou absence de négo, c'est un point fondamental. Oui, mais si vous voulez, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même baisser des cotisations qui sont importantes et qui, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, et en Suisse, on le voit bien, il y a des charges qui sont beaucoup moins élevées qu'en France, beaucoup moins élevées, et donc il y a des systèmes privés qui est tout à fait accepté pour se payer des assurances complémentaires, etc. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Ceci étant dit, quand vous regardez les choses, je pense que, indépendamment de ça, on peut quand même baisser sur tout le spectre des cotisations qui aujourd'hui sont proportionnelles au salaire net et qui font que vous avez 30 à 40% de différence sur les hauts salaires. Et ça, c'est dramatique parce qu'on fait fuir, en effet. Alors, heureusement qu'il y a le crédit impôt recherche qui permet, dans les chercheurs et les ingénieurs, de limiter la casse. Mais par contre, dans beaucoup d'autres endroits, le conseil, l'expertise, la finance, l'assurance, le management, les centres de décision, je pense qu'il faut vraiment être très préoccupé par rapport à ça, parce que on l'a vu avec l'Angleterre avant le Brexit, vous aviez quand même, et je l'ai vu et je l'ai constaté parce que les gens font pas de publicité, des services entiers qui partent. Il suffit d'un homme très fort qui part, qui s'installe à Londres, pour que l'équipe qui reste en France, petit à petit, elle se dégrossisse, les sous-traitants, les partenaires, ça, et puis vous faites gonfler la bulle en Angleterre. Donc les dégâts sont considérables de laisser partir des gens comme ça. Une question de nos amis donc depuis Zénith. Bonjour Monsieur Gattaz, Gauthier Piquet, je suis président de Publicis Média. Pour reprendre le commentaire d'Olivier, on ne peut peut-être pas réunir 30 millions de Français dans la salle, mais je pense qu'on pourrait réunir les 557 députés, ça leur ferait sûrement du bien d'entendre votre discours. Vous nous avez parlé de création de richesse, de vision d'entreprise, d'entrepreneurial. Un récent sondage dans un magazine nous a amené à lire que Xavier Niel, Alain Flelou et Michel-Édouard Leclerc étaient les patrons préférés des Français. Ma question pour vous lancer est assez simple, c'est est-ce qu'à votre avis, pour être apprécié dans l'Hexagone, aujourd'hui, il faut avoir une image de casseur de prix ? Écoutez, ça peut aider beaucoup, oui, en effet, quand notre ami Édouard Leclerc nous dit je vais casser les prix et je suis là pour le pouvoir d'achat. À la fois, il le fait très bien, il est très très bon orateur, comme Xavier Niel et d'autres, et je trouve que c'est bien d'avoir des patrons emblématiques qui parlent et qui s'expriment. J'adorerais
que tous nos patrons parlent comme ça, et y compris nos plus petits patrons de TPE, de PME, etc., je les engage à faire ce que j'appelle du trotskisme libéral. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, prenez la parole, utilisez les méthodes trotskistes, parlez en radio, infiltrez, allez voir vos préfets, allez voir vos proviseurs, etc. Donc je suis ravi que des patrons s'expriment. Après, si vous voulez, le pouvoir d'achat, c'est une chose, c'est très bien. L'emploi, c'est une autre chose. Je crois que le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner, à terme, c'est du boulot. Vraiment. Donc casser les prix tout le temps, c'est bien, ça aide, mais donner du boulot aux gens, c'est mieux. Je vais vous citer Lao Tzu, qui doit être un philosophe chinois du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris une journée. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toute la vie. » Et les entreprises, on apprend à pêcher aux gens. Et on nourrit des familles entières parce qu'ils apprennent à pêcher. Et eux-mêmes vont être des pédagogues de la pêche. Donc vous voyez, c'est bien le problème français, c'est que dès qu'il y a un problème, on taxe pour donner de l'assistanat et pour donner des subventions. Mais même mes gamins de quartier que je vois tout le temps, ils me disent « Mais il faut arrêter de nous donner de l'argent, on n'en peut plus de l'argent des quartiers. Nous, on veut du boulot, c'est tout. Donnez-nous du boulot et on va créer notre boîte, aidez-nous à créer notre boîte. » Donc vous voyez, je pense que c'est ça, c'est que c'est bien de baisser les prix, c'est fondamental, c'est bien du pouvoir d'achat, mais attention, attention à la limite. La limite, et pour moi, le vrai combat, c'est le plein emploi pour la France, et c'est possible. Alors, d'autres questions de la salle, maintenant. Bonjour, Monsieur Gattaz. Bonjour. Vous avez fait référence, en effet, en France, qu'on aime bien taxer, et on aime bien essayer de résoudre ces problèmes-là en recréant des contre-crédits type CICE, CIR, qui sont difficilement compréhensibles de l'étranger. Une question qui rejoint les commentaires que vous avez entendus à Davos. Est-ce que les 15 milliards du CICE, on les investirait pas mieux dans une baisse plus lisible du taux d'impôt des sociétés qui passe de 33 à 25 ? Alors, deux remarques. D'abord, on est champion de créer des poisons et de créer ensuite des anti-poisons. Vous voyez, au lieu de baisser les charges, on crée le CICE. Vous voyez ? Puis après, on se dit comment je finance le CICE. Donc il y a eu des volontés de créer des taxes écologiques CO2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous voyez. Donc vous avez le poison, on n'ose pas l'enlever, on le met. Enfin, on n'ose pas l'enlever, on crée l'antipoison. L'ISF, formidable. L'ISF, c'est un poison. Au lieu de l'enlever, vous faites les lois du trade. Alors 1, 2, 3. Vous voyez, vous ne comprenez plus rien. Vous faites des holdings d'animation. Vous mettez du cash dans les holdings d'animation. C'est très compliqué. On va vous dire mais votre cash, il dort, il est soumis à l'ISF. Enfin, vous voyez, toutes les complexités énormes. Parce qu'on n'a pas le courage de régler le problème du poison initial. C'est pour ça que je mets les pieds dans le plat, moi. Je suis là pour 5 ans seulement au MEDEF. J'ai décidé de faire qu'un seul mandat, et un seul. J'y vais parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai vu les dégâts de tous ces poisons qui n'ont pas été enlevés depuis 30 ans. J'ai vu mes 20 concurrents patrimoniaux français de Radial qui sont partis, qui se sont vendus parce qu'il y avait l'ISF ou parce que le social était trop compliqué. Et j'ai vu mes 20 concurrents allemands qui sont toujours là, qui exportent, qui n'ont pas de problème d'ISF, qui n'ont pas de problème de social, qui s'adaptent, etc. Donc si vous voulez, il faut dire les choses, point. Donc je suis là pour dire les choses et bravo, merci pour votre question. On n'ose pas non plus descendre le coût des chercheurs, des ingénieurs, on a créé le crédit impôt recherche. Donc, alors vous expliquez ça en anglais, hein, Tax Incentive for Research, CICE. Ils ont bien compris, hein, avec tous les labos qui sont en train de se créer en France. C'est vrai, mais oui, ça prend du temps. Hein. CICE, je ne sais pas si un Chinois il comprend encore aujourd'hui. Hein. Donc, si vous voulez, il faut faire des choses simples. Et puis après, il faut faire le marketing de la France. Parce que, vous voyez, là encore, quand je vois des Chinois, ils retiennent quoi ? Franchement, c'est vrai, j'ai eu un Chinois il y a 6 mois qui m'a dit la France, c'est deux chiffres. C'est 35 et 75. Alors, je sais quoi, 35 heures par semaine. Bon, alors oui, alors, je vends la France. Je dis mais c'est presque fini, etc. Bon. Et 75% de taxes sur les riches. Et donc c'est des chiffres. On alimente notre propre French bashing en ne voulant pas enlever les poisons et en rajoutant des poisons. 75% sur les... Ça alimente le French bashing, mais terriblement. Donc la pénibilité, je ne sais pas, ils ne l'ont pas encore vu, mais ça va être un désastre. Donc si vous voulez... donc il faut faire du marketing de la France. La France doit être gérée comme une entreprise. Donc oui, merci pour votre question. Il faut faire des choses simples. Il faut alléger les charges. Alors, après, deuxième réponse, il faut faire attention que vous avez la partie fiscalité et la partie coût du travail. Il y a toujours deux parties. Donc il faut continuer de baisser le coût du travail quand même. Comme je l'ai expliqué, nous avons encore une trentaine de milliards je dirais, à faire sur le coût du travail par rapport à nos amis allemands, encore. Et puis vous avez une cinquantaine de milliards de baisse de fiscalité, dont le taux d'IS. Alors taux d'IS, il faut avoir une assiette plus large, beaucoup moins mitée. Elle est mitée de partout. Donc il faut un truc très simple et baisser à la moyenne européenne qui doit être autour de 25%.
Oui, bonjour Monsieur le Président. 5 Tavit, HCC 72, membre de la commission consommation du MEDEF, entre autres. Merci. Donc merci de votre présentation qui est formidable parce que très, très enthousiasmante et il faut de l'enthousiasme par les temps qui courent. Ma question est très simple, surtout au milieu d'un parterre d'HCC pour lesquels l'employabilité n'a manifestement pas été le problème de leur vie. Peut-être demain, je ne le souhaite pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour améliorer cette employabilité? Le mot me paraît extrêmement important. On sait qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas en état de reprendre un travail. Pourquoi et comment faut-il s'y prendre? Alors, si vous voulez, c'est le 4e bloc de réforme dont j'ai parlé. Après le fiscal, le social, la simplification globale. C'est tout le bloc éducation-enseignement. Je pense que nous avons... il y a plusieurs parties. Il y a le problème de l'enseignement d'une façon générale. Moi, je suis très choqué que l'enseignement nous génère aujourd'hui, outré, je dirais, 150 000 décrocheurs par an, qu'on pousse à 80% de bacheliers pour faire 25% de chômage chez des jeunes derrière, et autour de 40% de chômage des jeunes dans les quartiers. Donc c'est un scandale. Donc j'espère, et je ne l'ai pas bien entendu hier, d'ailleurs, au débat, qu'il faut revoir le problème de l'enseignement. C'est une machine à former des chômeurs, avec tous les déclassements que vous connaissez, classements internationaux, PISA, etc. C'est un scandale. Donc, qu'est-ce que je dis? Je ne veux pas non plus être trop brutal en disant je suis solidaire, je suis un citoyen, j'adore la France, j'adore tout mon pays et j'adore l'éducation nationale, mais les gars, il y a un petit problème, il faut le regarder quand même. Donc, il faut le regarder. Alors, moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut le regarder par rapport aux autres systèmes d'éducation les plus proches. La Suisse, ils ont 30% de bacheliers. 30%. Ils font 70% d'alternance d'apprentissage. Et ils ont 3% de chômage des Suisses et 4% de chômage des jeunes. Donc, moi, la Suisse, j'adore. C'est un modèle formidable. Bon, par contre, je suis au MEDEF pour ne pas aller en Suisse, vendre Radial et ne pas... c'est mon obsession. Je ne veux pas aller vivre en Suisse ni en Belgique, je veux garder Radial. C'est mon combat. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même un modèle formidable. Donc il faut absolument qu'on arrive à revoir tout ça, qu'on enseigne beaucoup mieux l'économie. Quand vous regardez Alternative économique, qui est encore distribuée et poussée par les professeurs dans les classes. Vous avez un tiers des lycéens qui lisent Alternative économique. Oui, il ferait mieux de lire Challenge. Mais exactement. Non mais si vous voulez, là moi je suis choqué. J'ai encore des articles, si vous voulez, on n'a pas compris, on enseigne l'économie de marché comme un truc d'exploitation du peuple par le peuple. On ne voit que les excès de l'ultralibéralisme qui existent. Mais il y a 99% des boîtes en France qui ne marchent que grâce à leurs salariés. Donc il faut pousser une économie humaine, un libéralisme humain. Moi, c'est comme ça que je vois ça, parce que si vous opposez les deux, vous êtes mort. Donc ensuite, il faut pousser les voies d'alternance et d'apprentissage à mort, et donc que nous, filières, entreprises, reprenons la main en co-responsabilité minimum avec l'éducation nationale sur les lycées professionnels, les CFA, les centres de formation à l'apprentissage, et avec les régions. Parce qu'on nous impose tout. Donc nous, on a besoin de tas de métiers dont j'ai parlé, qu'on ne trouve pas. On ne forme pas les gars aux bons métiers d'aujourd'hui et encore moins de demain. C'est nous qui devons tirer ces métiers. On nous les pousse. Mais on forme des gens encore à la sociologie, à la philosophie, etc. Mais j'adore la philo, mais il faut arrêter. Et on a enlevé l'enseignement des sections économiques, la formation des prix en classe de seconde. Absolument. Là, c'est encore un autre scandale, si vous voulez. Donc voilà, il faut rapprocher les mondes. Alors, on peut le rapprocher par l'élection présidentielle, et deuxièmement, ce que je fais dans ma société radiale, je pousse beaucoup des pilotes et des expérimentations, parce que les discours politiques, on les fait, on les tient, il faut les argumenter, etc. Il faut benchmarker. Bon, ça avance. Je vois des jeunes population de professeurs qui commencent à bouger beaucoup dans le sens entreprise numérique, et c'est très agréable. J'en vois beaucoup. Par contre, il y a une masse, il y a un système qui existe. Alors après, ce que je fais à Radial, je vous donne un exemple, parce que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus diffusé. Je fais classe en entreprise depuis 7 ans. Je prends une classe de seconde, première, terminale. Je l'immerge dans une usine à Vorep, à côté de Grenoble, par exemple. Il reste 3 jours. Ils ont une salle de réunion et ils font cours de maths, de français, de philo. Et toutes les 2 heures, on organise une rencontre avec un salarié. Et là, le salarié est formidable, parce qu'il est fier de son boulot, il est fier de son métier, il adore ce qu'il fait, le décolleteur, le régleur, il adore sa boîte. Souvent, il adore son patron, il ne le dit pas trop, mais il l'adore. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez, à mon avis, 70 à 80% de vos salariés qui sont avec nous dans le combat, qui sont avec nous, qu'on n'entend jamais.
je vais vous dire, je rêve de créer MEDEF salariés, vous voyez. Parce que vous entendez toujours 10 à 20% qui gueulent, qui sont dehors, machin, on bloque les ports, on bloque les trucs, mais ils ne sont pas représentatifs. Moi, j'ai avec moi des salariés, mais qui adorent la boîte, qui adorent... Et la plupart des boîtes, c'est comme ça marche comme ça. Bon, donc quand c'est eux qui parlent à des profs et à des élèves, c'est génial. Parce qu'au bout de 3 jours, eh bien, c'est propre par terre. Les ouvriers tutoient les ingénieurs. Tiens, c'est incroyable. C'est pas Germinal. Tiens, c'est incroyable. C'est pas Zola. Tiens, c'est incroyable. Ils exportent, formidable. Et les ouvriers sont super contents. Tiens, mais c'est incroyable. C'est ça l'entreprise ? Bah oui, c'est ça l'entreprise. Donc, si vous voulez, ça fait partie des choses. Et puis, dernier point sur l'employabilité. On est tous un peu responsables de l'employabilité. Autre exemple que j'ai fait à Radial pour pousser à l'employabilité. Nous sommes patrons responsables de ça. J'ai beaucoup travaillé la qualité totale, le lean management. Parce que dans les composants électroniques, ma plus grande fierté que j'ai sur ma société, c'est que j'ai vécu 4 usines en 92 en France, quand je suis rentré. J'en ai une 5e en France. Et entre-temps, mon chiffre d'affaires est passé de 50% export à 90%. Donc j'ai montré à M. Montebourg, Mme Touraine, qui sont venus me voir il y a 3 ans, que l'exportation, bien maîtrisée, malgré 700 Mexicains que j'ai mis et 400 Chinois que j'ai mis, je dirais, ont donné des parts de marché que j'ai prises, des profits que j'ai développés, et m'a permis de réembaucher en France. Boucle vertueuse, innovation, excellence opérationnelle, marché, etc. Modèle allemand. Donc ça, il faut le réexpliquer. Et vous avez besoin donc de ces profits. Le lean management consiste à faire que tous vos salariés, vous les fassent fleurir, vous les fassent développer. J'ai l'exemple d'une dame ouvrière à Château-Renaud. Il y a 20 ans, je lui ai dit, mais madame, vous faites un geste comme ça, répétitif toute la journée, ça ne va pas le faire. Un robot va le faire très très bien, une chinoise va le faire 20 fois moins cher que vous. Elle me dit, oh, j'ai pas le bac, j'ai pas le BEPC, je sais rien faire, je suis complètement paniqué. Je lui dis, vous inquiétez pas, on va vous former. Non mais je sais pas, bon. Et donc, le lean management consiste à prendre des gens comme ça, qui n'ont pas d'éducation, de formation, et un an et demi après, elle avait 5 PC, elle faisait des assemblages très compliqués, elle allait chercher ses stocks, elle faisait du test électrique, optique, et elle faisait un produit final. Donc cette femme-là, non seulement son job est plus intéressant, en plus elle participe aux idées de progrès, et elle devient employable. Employable. Ça veut dire que si j'ai un problème avec mon usine, cette personne qui n'avait rien, qui pourra trouver beaucoup plus facilement un job. Donc vous voyez, je pense moi que ce serait long de développer tout ça, mais je pense que oui, puis là, on arrive au bout de l'heure, mais enfin, on a bien compris qu'on va tous bosser, Pierre, chez Radial demain matin. Ça va, c'est bon. Je dois terminer cette heure passée ensemble avec 3 ou 4 questions personnelles. C'est vrai qu'on a peu parlé de Radial. Merci d'avoir comblé cette lacune. Radial, je veux dire, vous possédez, mais pas totalement. Et j'ai cru comprendre que vous souhaitiez faire une opération boursière pour être 100% propriétaire de Radial. C'est parce que ça marche tellement bien que vous voulez reprendre le contrôle total de votre société ? Non, parce que si vous voulez, le modèle de Radial, c'est un modèle très rénant, on va dire. On est rentré en bourse par hasard ou par accident il y a 20 ans, ou 25 ans. Et depuis, en fait, on n'a jamais utilisé la bourse. D'une part. Deuxièmement, ça nous coûte 300 à 400 000 euros par an, je dirais, de faire des rapports, de regarder, etc. Et troisième point, plus important pour tout, la plupart de mes concurrents sont allemands et sont planqués. C'est-à-dire, je ne sais rien d'eux. Donc vous avez envie de vous planquer ? Non ? Non, mais moi, je dévoile dans 300 pages toute ma stratégie, mon positionnement, marché, ma géographie, mes produits, etc., ma stratégie RSE, ils savent tout, donc c'est super. Je leur fais un benchmarking gratuit. Et moi, j'essaye de trouver une information du chiffre d'affaires de mon principal concurrent qui s'appelle Rosenberger, qui est en Bavière. Je ne sais pas s'il fait 600 millions, 700, 800, combien il fait, je ne sais pas, je ne sais rien. Et j'essaie de titiller les fournisseurs qui ne savent rien et les clients qui ne savent rien. Donc je suis très emmerdé. Donc il sait tout sur moi, je suis tout nu et lui il est là-bas. Donc si vous voulez, je me dis ça suffit. Donc en effet, donc vous allez sortir de la bourse. En fait, on a fait une procédure qu'on appelle une offre publique de rachat d'actions simplifiée en vue de radiation. C'est une procédure un peu complexe. On a tenté de le faire, on n'a pas réussi il y a 5 ans. Là, on le refait très gentiment. Et en fait, c'est un appel aux actionnaires minoritaires en leur disant attention, on va sortir de bourse. Alors ça doit être autorisé par l'AMF, etc. Il y a une procédure qui va durer 1 ou 2 mois. Ceux qui veulent rester avec nous auront la possibilité de rester avec nous, sauf qu'ils ne seront plus dans une société cotée. D'accord. Voilà. Ce n'est pas une expropriation. Trois petites courtes questions personnelles pour finir. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne faisiez qu'un mandat, c'est comme ça que vous avez été élu. Vous regrettez ou vous êtes content de cette décision qui vous emmène jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas ? Oui, si vous voulez, c'est important parce que je suis avant tout chef d'entreprise et je suis, encore une fois, rentré au MEDEF
parce que vous avez vu, moi j'ai vécu la mondialisation radiale, ces crises, ces périodes formidables, le numérique qui arrive. Et ce décalage entre ce que nous vivons, chef d'entreprise de terrain, et je dirais la politique française. Et donc je me suis dit, il faut vraiment, soit vous avez toujours mal au ventre en gérant votre boîte, en écoutant la radio, en lisant la presse, en disant, je dirais toutes les inepties. La semaine dernière, vous aviez les apprentis rentraient dans les effectifs, vous voyez, vous aviez taxation des CDD, vous avez taxation sur la rémunération. Là, le lundi matin, quand je suis arrivé, vous voyez, je me suis dit, non, attendez, bon, donc et ça c'est tous les jours. Hein. Là, hier c'était Madame Rabault et Madame Berger sur je sais plus quoi, c'est sur la défiscalisation. Donc si vous voulez, d'abord c'est pas vivable de faire ça pour 8 ans. Non mais je plaisante, mais et je me dis il faut vraiment tenter cette pédagogie, cette révolution culturelle économique. Le mieux possible, et pendant 5 ans je fais que ça, je fais une mission, c'est une mission, et je veux surtout pas me paraîtriser ou faire en sorte que la fin de mon mandat, je vais essayer de trouver des voies, etc., pour me faire réélire. Et je pense que c'est important parce que je veux aussi montrer l'exemple à notre classe politique et à nos partenaires sociaux. Vous avez des partenaires sociaux, je ne sais pas combien de temps ils sont là, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais après, si vous voulez, ils n'ont plus vu une boîte de leur vie, ils ne savent plus ce que c'est que travailler, donc moi je dis, il faut absolument que dans un monde d'agilité et de souplesse, eh bien, on ait le courage de dire on fait un seul mandat et on se bat pour la France et pour nos enfants. Dans le cadre de cette mission, vous nous aviez raconté tout à l'heure le geste, la promesse d'une certaine façon de Manuel Valls, de dire ouais on va le faire, la révolution sur le marché du travail, et puis plus rien. Comment vous avez senti, vous avez eu un sentiment de trahison ? J'ai eu un sentiment que les forces politiciennes de notre pays sont très fortes. Les forces de rappel sont très fortes. Et deuxièmement, quand vous êtes mal élu sur un mauvais programme de 62 mesures qui n'avaient rien à voir avec le virage entrepreneurial et l'économie de l'offre, eh bien vous êtes foutu. Parce qu'en fait, c'est le grand malentendu de ce quinquennat, c'est que vous avez 62 mesures que j'ai pas lues, qui étaient essentiellement sociales, on fait payer les riches, etc. Et puis 2 ans après, 18 mois après, je le regrette surtout pas, politique de l'offre, rapport Gallois, le CICE, le pacte de responsabilité formidable. Sauf que vous avez tout un électorat qui dit mais qu'est-ce qu'il fait Hollande ? Et puis après, vous vous retrouvez en effet toujours dans dans ce problème-là. Donc c'est pour ça que j'apprécie que les Républicains aujourd'hui disent clairement, ils l'écrivent ce qu'ils vont faire pour expliquer aux Français voilà ce qu'on va faire, et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Mais quand vous êtes élu sur un malentendu, après, en effet, vous avez un Manuel Valls, malgré sa conviction sur l'entreprise, qui se retrouve rattrapé par la CFDT, le meilleur ami du gouvernement, on ne peut pas les laisser dans la rue, par les frondeurs, par ceci, par cela. Et ça devient impossible. Alors soit vous avez quelqu'un de très courageux qui va, et je regrette qu'il n'ait pas eu ce courage pour aller jusqu'au bout, d'une loi El Khomri qui partait bien, en disant je vous emmerde, c'est pour le pays, c'est pour les enfants, c'est pour l'entreprise, c'est pour l'emploi, c'est pour le plein emploi, et on le fait. Et là, ça aurait été bien. Panache. Et on voit là encore maintenant l'enthousiasme qui est le vôtre, quand vous entendez des gens autour de vous qui disent « formidable, Pierre, il a la pêche », mais il fait trop confiance. Est-ce que vous comprenez ou vous acceptez ce reproche, ou au contraire vous en faites une de vos qualités ? Si vous voulez, moi je fais confiance par nature. Je suis très rousseauiste. L'homme est bon, vous voyez, au début. Le partenaire social est bon, le syndicaliste est bon. Philippe Martinez, au début, il est bon. Et après, vous commencez à discuter avec les gens, vous voyez, et puis après, vous voyez, vous essayez de les convaincre, vous essayez de discuter, dialogue social fondamental, l'harmonie, partager une vision, partager une vérité, partager ce qui se passe dans le monde. Et vous apercevez que il y a du temps, il faut faire beaucoup de pédagogie de terrain, beaucoup. Je reste optimiste sur la capacité de la France de s'en sortir fondamentalement. On a des atouts considérables. Après, si vous voulez, oui, la confiance, ça me paraît fondamental quand vous gérez une entreprise. Vous essayez d'avoir la confiance de vos salariés et c'est fondamental. Alors après, vous expliquez quand il y a des crises pour que ça se passe le mieux possible. Moi, je pars de cette confiance et après, en effet, quand je sais bien, j'applaudis. J'ai applaudi le pacte, j'applaudis plein de choses. Quand c'est pas bien, je le dis très clairement. Ça, la pénibilité, c'est une horreur. Le dispositif de prélèvement à la source imposé comme ça en 6 mois, sans expérimentation, sans pilote, sans revoir les process, ça va être une horreur. On le dit clairement. Et voilà, c'est pas de la méfiance. Je continue d'expliquer ce qui ne va pas et le plus réalistiquement possible. Emmanuel ?
Merci, cher Vincent et cher Pierre Gattaz. Je ne sais pas si vous êtes toujours rousseauiste à l'épreuve des faits, mais en tout cas, merci pour ce plaidoyer passionné, enthousiaste pour le plein emploi. Vous êtes en mission, vous l'avez dit, et avec pragmatisme, vous continuez à défendre cette idée que le plein emploi est possible, et nous y croyons évidemment tous. Ce 1 million d'emplois créés en 5 ans, et ces 2 millions, Vincent, le chiffre était bon, c'est le chiffre qu'il faut pour revenir vers le plein emploi avec des réformes. En fait, c'est 1 million sans croissance en déverrouillant, et vous pouvez rajouter 1 million de plus, parce que les Anglais, les Allemands, tout le monde l'a fait, avec la croissance. Si vous associez déverrouillage du marché du travail avec croissance, et avec les réformes, vous pouvez redescendre vers 6%. Voilà, et donc vous y croyez, même si, on l'a entendu, ça n'intéresse pas les partenaires sociaux. J'étais très frappé d'entendre que Jean-Claude Mailly, l'emploi, ça ne l'intéresse pas. Ils ne veulent pas aller en Chine avec vous voir le monde qui change. Ça n'intéresse pas non plus les politiques, avez-vous dit. Le plein emploi, ils n'en veulent pas. Alors, non, enfin, vous le dites de manière un peu provocante, mais là, je conclus cette matinée. Et ces politiques dont vous dites, réflexe pavlovien, les taxes. Nous sommes en alerte rouge au MEDEF à 7 mois des élections, car on peut avoir des mesures électoralistes. Mais vous restez quand même optimiste parce qu'hier vous avez regardé un débat, et vous n'étiez pas le seul. 6 500 000 personnes ont regardé le débat hier des Républicains. C'est un chiffre énorme pour une émission politique. C'est 3 fois le chiffre d'une émission politique habituelle. C'est un des meilleurs prime time de TF1. Optimiste parce que les Républicains, vous dites, sont décomplexés face à l'entreprise, même si manque de vision et pas forcément la pédagogie pour le faire, parce que tout sera là aussi. Optimiste parce qu'il y a des leviers avec les réformes. Vous parliez des 90 milliards d'écart de compétitivité avec l'Allemagne, 7 mois pour entrer en formation quand on est un chômeur, toutes les réformes possibles sur le marché du travail, sur la simplification, et optimiste aussi et surtout parce que dans ce pays, il y a une envie d'entreprendre. Les jeunes aujourd'hui veulent devenir entrepreneurs, je les appelle la génération capitale, ils ont envie d'être entrepreneurs, et c'est vrai que la bonne image des TPE, des PME aussi, nous incite à une forme d'optimisme. Donc nous terminons ce début de journée grâce à vous, dans une confiance et un optimisme, car la France peut effectivement retrouver le plein emploi, nous l'espérons tous. Merci, bonne matinée. Prochain matin HEC, ce sera le 30 novembre avec Guillaume Pépi. On parlait d'Alstom, Belfort, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui sera devant vous le 30 novembre pour le prochain matin HEC. Merci et bonne journée. Magnifique synthèse, Emmanuel. Formidable.